Alors, l'hôpital a déjà envoyé la lettre concernant la greffe. Demandai-je avec désinvolture, en coupant un morceau de dinde de Noël sur la table décorée de ma belle-mère. La salle à manger était parfaite, comme toujours. Guirlandes lumineuses dorées, sapin de Noël imposant dans un coin, odeur de cannelle et de gingembre flottant dans l'air. Toute la famille était réunie autour de la vieille table en chêne, souriant et se passant les plats comme si nous étions la famille parfaite des publicités télévisées. Papa et Linda se sont rapidement regardés. Cela n'a duré qu'une seconde, mais je l'ai remarqué. « Ah, cette lettre !» a dit Linda en riant, tout en servant davantage de sauce au canneberge dans son assiette. Elle est arrivée la semaine dernière, mais nous avons utilisé l'argent pour la fête de remise des diplômes de Kyle. Il n'obtient son diplôme qu'une fois dans sa vie, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai posé lentement ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix calme qui a tranché l'air comme du verre. « Alors vous ne savez toujours pas qui avait vraiment besoin de cette greffe. » Mon père a pâli. Linda s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Kyle a continué à pianoter sur son téléphone comme si de rien n'était, comme à son habitude. Cette seule phrase a transformé Noël en zone de guerre dans 3 secondes. Si vous avez déjà lâché une bombe comme celle-là lors d'un dîner de famille et vu tout le monde s'étouffer avec leur nourriture, racontez-le dans les commentaires. Je lis chaque histoire, je vous le promets. Et restez jusqu'à la fin, car que leur est-il arrivé après ça? Vous allez vouloir le savoir. Je m'appelle Oliver, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que ma propre famille avait condamné mon petit frère à mort pour financer une fête universitaire. Pendant 12 ans, depuis que j'ai commencé à travailler à 20 ans, chaque centime qui me restait servait à subvenir aux besoins de cette famille. Les frais de scolarité de Kyle dans une université privée, le financement de sa voiture, le loyer de son appartement chic près de l'université, la carte de crédit sans limite qu'il distribuait à ses amis comme si c'était des bonbons. Je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Il y a 9 mois, Kyle est rentré à la maison après une fête, se plaignant d'un mal de dos qui ne passait pas. Il a dit que c'était à cause du football américain à l'université, mais quelque chose dans son comportement m'a inquiété. Sa peau était un peu jaunâtre, il était constamment fatigué, il évitait de boire de l'eau. Pendant qu'il dormait sur le canapé du salon, ronflant comme un tracteur, j'ai prélevé quelques gouttes de son sang à l'aide d'un kit que j'avais acheté sur Internet. Je l'ai apporté moi-même à un laboratoire le lendemain. 2 jours plus tard, le docteur Martinez m'a appelé. C'était mon ancien camarade de fac, devenu néphrologue, et sa voix était trop grave pour être une bonne nouvelle. « Oliver, c'est une insuffisance rénale chronique. À un stade avancé. Sans transplantation dans les 6 prochains mois, il aura besoin d'hémodialyse pour le reste de sa vie. » Et même ainsi, il n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Je n'en ai parlé à personne. Kyle aurait paniqué. Mon père aurait minimisé la situation, comme il le fait toujours. Linda en ferait un drame télévisé. J'ai donc fait ce que je fais toujours. J'ai pris une décision seule et en silence. J'ai créé un fonds médical révocable à mon nom, avec Kyle comme bénéficiaire exclusif. J'ai versé chaque prime, chaque 13e mois, chaque centime d'heure supplémentaire sur ce compte. 143 000 reais, soit le montant exact demandé par l'hôpital privé pour l'ensemble de la procédure. Comme je voyage beaucoup pour le travail, j'ai inclus une clause d'urgence. En cas de besoin médical urgent pour Kyle, l'un ou l'autre des parents pouvait demander le retrait avec ma confirmation verbale et mon email. Je n'ai jamais pensé qu'ils l'utiliseraient. Mais ils l'ont fait. La semaine dernière, alors que j'étais coincé dans une réunion à Sao Paulo, Linda a appelé le directeur de la banque en pleurant. Elle a utilisé les mots exacts suivants. « Oliver est à l'étranger. Kyle est tombé malade. Il a autorisé le déblocage des fonds. » Elle a ensuite envoyé un email depuis une adresse presque identique à la mienne. oliver.santos.corporativo.wato.7.gmail.com. La différence était si subtile que le directeur ne l'a même pas remarqué. L'argent a été débloqué le jour même. La totalité. Où est-il passé? À la fête de remise des diplômes de Kyle. Location d'un manoir à Campos do Jordão pour tout le week-end. DJ international, buffet d'hôtel 5 étoiles, feu d'artifice sur la montagne. 300 invités, dont la moitié étaient des influenceurs qui avaient besoin de contenu. J'ai consulté le compte Instagram de Kyle au petit matin. Les stories étaient toujours là. Lui surfant sur la foule. Il faisait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne sur la terrasse. Il souriait devant un panneau néon qui disait « 22 ans et imparable ». Il n'avait aucune idée que l'argent qui avait illuminé sa fête était la seule chose qui le séparait d'une vie entière passée connectée à une machine d'hémodialyse. Je me suis assis sur le bord du lit jusqu'au lever du soleil, mon téléphone déchargé à la main. Mon petit frère, le même garçon que je portais sur mon dos quand il avait 5 ans, était sur le point de tout perdre parce que nos propres parents avaient gâché son avenir pour un week-end de likes et de feux d'artifice.
Pour la première fois en 12 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti quelque chose en moi se déconnecter comme un interrupteur. Et c'est là que j'ai décidé, ils étaient livrés à eux-mêmes. Si vous aimez cette histoire de justice et de famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer jusqu'où des personnes désespérées sont capables d'aller pour protéger leurs sources de revenus. La sonnette a retenti à 2 heures du matin, rompant le silence comme une sirène. Je savais déjà qui c'était avant même d'arriver à la porte. J'ai ouvert et ils étaient tous les trois là. Le père, Linda et Kyle, empestant tous le dernier verre de whisky et la rage. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé les 6 dernières heures à préparer quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Linda a poussé la porte et a fait irruption dans mon salon, brandissant une épaisse pile de papier comme une arme. Elle n'a même pas pris le temps de me saluer. « Tu as annulé toutes les cartes supplémentaires de Kyle, n'est-ce pas ?» a-t-elle sifflé en jetant les relevés sur la table basse. L'American Express est refusé partout. Hier, il n'a même pas pu payer son essence. Papa est entré juste derrière, marchant lourdement. Le financement de la BMW a été refusé par la banque. La société de remorquage a déjà laissé un avis sur la porte. 48 heures, Oliver. 48 heures. Je fermai doucement la porte et m'adossai contre elle. Pour la première fois de ma vie, je ne tremblais pas. Kyle resta immobile dans l'entrée, son sweatshirt à moitié ouvert, les yeux rouges. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Mec, la direction de l'immeuble a collé un avis d'expulsion de 10 jours sur la porte de l'appartement ce matin. Mes collègues sont en panique. Je vais me retrouver sans logement. Linda a continué, la voix de plus en plus forte. Tu as une idée de l'humiliation que cela représente? Ses amis bombardent son téléphone de questions pour savoir pourquoi sa carte a été bloquée. Il a 22 ans, ce n'est pas un étudiant fauché. C'est embarrassant. Papa a pointé son doigt dans ma direction. Tu ne peux pas tout simplement tout couper quand tu es contrarié. Cette famille fonctionne grâce à ce que tu lui apportes. Ça a toujours été comme ça. Si tu t'arrêtes, nous nous arrêtons tous. C'est le deal. Kyle est finalement entré, se frottant la nuque. Allez, mec. Il suffit de tout reconnecter. J'ai un contrat publicitaire qui arrive la semaine prochaine. 2 semaines maximum, je te rembourserai. Je les ai regardés tour à tour. 12 années d'excuses, de chantage émotionnel et de virements d'urgence au petit matin ont défilé dans ma tête comme un film en accéléré. Les milliers de dollars que j'ai envoyés à 3 heures du matin à Kyle pour qu'il sauve les apparences. Les vols que j'ai annulés pour payer son loyer. Les anniversaires, les Noëls et les remises de diplômes que j'ai financés en travaillant 2 fois plus. J'ai pris une profonde inspiration. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de feu. La bouche de Linda s'est littéralement ouverte. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Plus 1 centime. Plus un paiement. Plus d'excuses. Le visage de mon père est devenu violet. Tu ne peux pas décider ça. Tu nous soutiens financièrement depuis l'âge de 20 ans. C'est ton rôle. Tu ne peux pas simplement disparaître. Mon rôle. J'ai ri, d'un rire sec et tranchant. Je ne suis pas un distributeur automatique de billets avec un pouls. Kyle a essayé de faire cette petite tête de chien battu qui marchait toujours quand nous étions enfants. Frère, s'il te plaît. J'ai des rendez-vous, des sponsors. Si j'arrive en ayant l'air fauché, c'est fini. Linda reprit les papiers et les étala comme des cartes à jouer. Regarde ces soldes. Regarde ce que tu as fait. Tu veux que ton petit frère se retrouve à la rue? Je ne touchais pas à la pile. Il a 22 ans. Il a un diplôme universitaire. Il n'a jamais eu à utiliser une voiture qu'il ne pouvait pas se payer, ni un appartement qu'il ne payait pas. Ce n'est plus mon problème. Papa s'est approché, sa voix prenant ce ton calme et effrayant qu'il utilisait quand j'étais adolescent. Tu crois que ça s'arrête là? Tu crois qu'on va simplement te laisser détruire tout ce qu'on a construit? Linda a coupé la conversation, les yeux plissés jusqu'à devenir des fentes. Tu as 24 heures pour annuler toutes les résiliations. Carte de crédit, financement de la voiture, loyer. Tout. Où tu découvriras exactement jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger cette famille. Cole resta là, les yeux fixés au sol, transférant son poids d'un pied à l'autre, attendant que je cède comme d'habitude. Je passai devant eux, ouvris la porte d'entrée et restai là, immobile. Les 24 heures commencent maintenant. Sortez. Ils ne bougèrent pas pendant une seconde, comme s'ils attendaient la chute de la blague. Quand ils comprirent qu'il n'y en aurait pas, Linda rassembla les papiers en marmonnant quelque chose de venimeux entre ses dents. Papa me lança un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Kyle hésita plus longtemps, puis sortit en traînant les pieds derrière eux. La porte se referma. Je l'ai verrouillée, j'ai tiré la chaîne et,
pour la première fois depuis 10 ans, la maison est devenue complètement silencieuse. Je suis resté là, dans le couloir sombre, le cœur battant à tout rompre, attendant que la culpabilité m'écrase comme d'habitude. Mais elle n'est pas venue. Une épaisse enveloppe en papier Kraft m'attendait sur le pas de la porte quand je suis rentré du travail. Sans timbre, sans expéditeur, juste mon nom tapé en gras. Je l'ai emporté à l'intérieur, je l'ai ouvert lentement et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Demande de nomination d'un curateur pour Oliver Santos, déposée par Alberto Santos et Linda Santos, requérant. La lettre de leur avocat, Ricardo H. Langford, ne comptait que 4 paragraphes, mais chacun d'eux m'a frappé comme un coup de poing. Paragraphe 1. J'avais brusquement et sans justification cessé tout soutien financier à ma famille. Paragraphe 2. J'avais montré des signes de grave instabilité mentale, notamment un comportement d'isolement et une hostilité irrationnelle. Paragraphe 3. Je représentais un risque imminent de dilapidation de mon patrimoine substantiel et un danger pour mon propre bien-être. Paragraphe 4. Si je signais l'accord de tutelle volontaire ci-joint, il limiterait la procédure à la seule supervision financière. Sinon, il demanderait la tutelle totale de ma personne et de mon patrimoine, y compris le droit de me faire évaluer par un psychiatre et de contrôler toutes les décisions médicales. L'accord pré-rempli était joint en annexe. La ligne de ma signature était déjà marquée d'une petite flèche bleue. J'ai lu l'ensemble du dossier 3 fois, les mains tremblant de plus en plus à chaque page. Ils avaient des témoignages de voisins affirmant que je sortais rarement de chez moi. Une copie de mon rapport de solvabilité montrant que j'avais réglé toutes les factures communes et supprimé tous les utilisateurs autorisés. Des captures d'écran de messages que j'avais envoyées à Kyle pour lui dire de trouver un emploi. Une note de la thérapeute de Linda, une personne dont je n'avais jamais entendu parler, affirmant qu'elle craignait pour ma sécurité parce que j'étais devenu froid et inaccessible. Ils ont même joint un projet d'ordonnance d'urgence ex parte demandant à un juge de geler tous les comptes à mon nom jusqu'à ce qu'une audience puisse être fixée. J'ai appelé la seule personne que je connaissais qui n'hésiterait pas à le faire, Claire Donovan, l'avocate à qui j'avais fait appel une fois pour un contrat de travail. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Oliver, calme-toi. Envoie-moi tout ça tout de suite. » 20 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Il dépose une requête en vertu de l'article 1 du chapitre 35A. La loi de Sao Paulo autorise la famille à demander la mise sous tutelle si elle parvient à prouver l'incompétence ou un préjudice imminent. L'accord volontaire est un piège. Si vous le signez, vous leur donnez le contrôle total de votre argent et de votre liberté. Si vous vous défendez, ils vont demander une audience d'urgence et demander au greffier de nommer immédiatement un tuteur provisoire. Parfois le jour même. Je l'ai déjà vu se produire. Quelle est la solidité de leur dossier actuellement? Faible. Mais les greffiers accordent tout le temps des ordonnances provisoires avec peu de preuves, surtout si le demandeur pleure au tribunal. Nous devons agir rapidement. Elle m'a dit de rassembler tous les relevés bancaires, toutes les conversations par messagerie, toutes les preuves que j'étais parfaitement compétent et que c'était eux qui avaient vidé un fonds médical. Elle m'a également dit de m'attendre à ce que les choses tournent mal. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, entouré de dossiers, à numériser des documents jusqu'au lever du soleil. Chaque fois que j'ai pensé à signer juste pour que ça s'arrête, j'ai imaginé Kyle ouvrant une autre bouteille de champagne qu'il n'avait pas payée. Et la nausée est passée. Le matin, j'avais un plan. Je n'allais rien signer. Je n'allais pas supplier. Et je n'allais certainement pas les laisser m'enfermer pour continuer à faire rouler la machine à sous. J'ai scellé ma propre enveloppe, plus épaisse que la leur, adressée à Ricardo H. Langford, et je l'ai mise à la poste. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. On se voit au tribunal. La neige était tombée si drue cette nuit-là qu'elle avait recouvert tous les lampadaires de la ville. Je venais de rentrer chez moi en traînant mes bras chargés de sacs de course quand j'ai remarqué la lettre recommandée collée à la porte d'entrée. L'enveloppe provenait du service des ressources humaines de mon entreprise. Mon estomac s'est noué avant même que je ne l'ouvre. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille. Résiliation immédiate de la couverture santé en raison de la détection de multiples demandes frauduleuses dépassant 47 000 reais. Cette facture détaillée était agrafée au dos. Hospitalisation psychiatrique d'urgence à l'hôpital des cliniques, désintoxication dans une clinique de réadaptation à Campos do Jordão, hospitalisation pour observation de suicide à l'Institut de psychiatrie, toutes datées des 45 derniers jours. Toutes mentionnaient mon nom en tant que patient. Toutes comportaient des signatures électroniques falsifiées qui ressemblaient exactement aux miennes. Je n'avais jamais mis les pieds dans aucun de ces endroits. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé les 6 dernières heures à préparer quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Car pendant qu'ils jouaient à la guerre psychologique, je construisais un dossier qui ne laisserait aucun d'entre eux debout. Et demain matin, la vérité sur Kyle allait enfin éclater au grand jour. J'ai appelé l'opérateur de l'assurance maladie depuis le pas de ma porte,
la neige fondant encore sur mon manteau. Après 43 minutes d'attente, une superviseuse m'a finalement lu les allégations d'une voix qui se brisait à chaque mot. Monsieur, celles-ci ont été soumises via le portail du prestataire avec votre numéro d'identification fiscale, votre date de naissance et une confirmation numérique. La loi fédérale nous oblige à suspendre la couverture pendant l'enquête. J'ai demandé les adresses IP des soumissions. Elle les a lues une par une. Toutes remontaient à une adresse que je connaissais par cœur, la maison où j'avais grandi. Cette même nuit, peu après 1h30 du matin, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte si fort que tout le mur en tremblait. J'ai regardé par le Judas. 2 voitures de police militaire se trouvaient dans l'allée, leurs gyrophares illuminant la tempête de neige de rouge et de bleu. La neige s'est engouffrée dans la maison lorsque j'ai ouvert la porte. Le policier le plus proche était en train d'enlever des flocons de neige de ses épaules. Son badge indiquait « Lieutenant Silva ». « Monsieur, nous avons reçu un appel d'urgence d'un proche qui nous a dit que vous étiez ici et que vous aviez tenté de vous suicider. La personne a signalé des cris et du verre brisé. Nous devons entrer pour vérifier que vous allez bien. » Mes dents se mirent à claquer, et ce n'était pas à cause du froid. « Je suis seul », parvins-je à dire. Je dormais. Il acquiesça comme s'il avait déjà entendu cela auparavant. C'est le protocole lorsque le signalement est aussi détaillé. Cela ne prendra qu'1 minute. Je me suis écarté. 2 policiers ont rapidement parcouru la maison, leurs bottes laissant des traces humides sur le sol. Ils ont ouvert tous les placards, vérifié sous le lit, éclairé la cabine de douche avec des lampes torchées, et ont même ouvert les tiroirs de la salle de bain à la recherche de flacons de médicaments. L'un d'eux a parlé dans sa radio. Sujet localisé, conscient, sans blessure visible, sans arme, sans signe d'automutilation. Le lieutenant Silva m'a remis un formulaire de refus de transport médical à signer. Ma signature était tremblante. Quand ils se sont retournés pour partir, il s'est arrêté sur le seuil, la neige tourbillonnant autour de sa casquette. « Tu veux me dire qui t'en veut à ce point ? À ce point-là » J'ai ri une fois, un son qui m'a fait mal. Mes parents. Il n'a même pas cligné des yeux. On reçoit beaucoup d'appels comme ça. La plupart ne sont pas réels. Il m'a tendu sa carte. La prochaine fois qu'ils font ça, appelle-moi directement. Je m'assurerai que les policiers qui interviennent connaissent l'historique. Une fois les gyrophares éteints, je suis resté dans l'entrée ouverte, laissant la tempête s'engouffrer jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent. Puis j'ai fermé la porte, tiré tous les verrous et traîné une chaise sous la poignée. J'ai ouvert le site de ma mutuelle sur mon ordinateur portable et j'ai vu ma couverture platine passer au rouge. Résilié, enquête pour fraude. 47 000 reais en fausses allégations. Un appel à 1h30 du matin avec des policiers qui donnaient des coups de pied dans la neige. Ils n'essayaient même plus d'être discrets. Je me suis enroulé dans le canapé, toujours vêtu de mon manteau mouillé, mes bottes dégoulinantes sur le tapis. Pour la première fois depuis que j'avais coupé les vivres, la solitude absolue m'est tombée dessus comme une avalanche. Personne ne venait me sauver. Personne ne croyait même que j'avais besoin d'être sauvé. Je suis resté sur ce canapé jusqu'à ce que le ciel dehors prenne la couleur de l'eau sale, serrant la carte du lieutenant Silva si fort qu'elle a laissé une marque dans ma paume. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Martinez, mon ancien camarade de fac qui avait diagnostiqué Kyle. J'avais besoin d'un allié qui comprenne parfaitement ce qui était en jeu. Oliver. Sa voix est immédiatement devenue sérieuse. Comment puis-je t'aider ? Je lui ai tout expliqué. Le dossier médical volé, la tentative de mise sous tutelle, les factures d'hôpital falsifiées, le faux appel à la police. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Kyle est-il au courant du diagnostic ? Non. Et si ses parents obtiennent la tutelle, il ne le saura jamais. Ils le maintiendront malade tout en contrôlant mon argent. Il y eut un long silence. Oliver, je dois te dire quelque chose. Kyle est venu ici la semaine dernière. Mon sang se glaça. Quoi ? Il a dit qu'il avait de nouveaux mal au dos, mais il a clairement précisé qu'il ne voulait passer que des examens de base. Rien d'invasif, rien qui puisse apparaître sur la facture de l'assurance maladie familiale. Il a payé en espèces. Et alors ? Les résultats sont arrivés hier. Sa fonction rénale a chuté de 15% depuis le premier examen. Oliver, la fenêtre pour une greffe se referme. S'il ne fait pas d'hémodialyse dans les prochaines semaines, il va entrer en crise. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Il le sait, je n'ai pas encore pris de rendez-vous. Mais Oliver, il va devoir prendre une décision très rapidement. Avec ou sans ses parents. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone pendant 20 minutes. Kyle était littéralement en train de mourir tandis que ses parents utilisaient l'argent qui pourrait lui sauver la vie comme moyen de chantage pour me contrôler. Et le pire, c'est qu'ils ne le savaient même pas. Cet après-midi-là,
Claire m'a appelé avec des nouvelles qui m'ont retourné l'estomac. Ils ont avancé l'audience à la semaine prochaine. Ricardo Langford a demandé une procédure d'urgence, affirmant que tu représentes un danger imminent pour toi-même et pour ta famille. Sur quelle base? Des rapports de police faisant état de tentatives de suicide, des factures médicales indiquant de multiples hospitalisations psychiatriques, et maintenant. Oliver, assieds-toi. Ils ont joint un rapport psychiatrique indiquant que tu es en pleine crise psychotique avec des idées suicidaires et des tendances violentes. De quel psychiatre? Le docteur Roberto Mendes. Il dit avoir examiné la semaine dernière. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Je sais. Mais le rapport porte sa signature, Oliver. Et il demande au juge d'autoriser une hospitalisation d'office immédiate. Hospitalisation d'office. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. Combien de temps avons-nous? 6 jours. Et Oliver, il y a plus. Ils ont obtenu une ordonnance provisoire gelant vos principaux comptes. Tu n'as accès qu'à 5000 reais jusqu'à l'audience. 5000 reais. Pas assez pour payer Claire plus d'une semaine. Après avoir accroché, je me suis assis à la table de la cuisine, entouré des mêmes dossiers, mais avec une urgence différente qui me brûlait la poitrine. Il ne s'agissait plus de défendre mon argent ou ma liberté. Kyle avait quelques semaines. Peut-être moins. Et tandis que le compte à rebours vers sa faillite rénale tournait, nos parents utilisaient sa seule chance de survie comme monnaie d'échange dans un jeu qu'ils avaient déjà perdu. C'est là, à cette table, à 3 heures de l'après-midi d'un mardi glacial, que j'ai cessé de me défendre et que j'ai commencé à attaquer. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré 9 mois auparavant, mais que je n'avais jamais eu le courage d'utiliser. Ministère public fédéral, Dr Lucas Ferreira. Dr Ferreira, je m'appelle Oliver Santos. J'ai des preuves d'un réseau de fraude médicale, de falsification de documents fédéraux et de tentatives d'enlèvement par le biais du système judiciaire. Et j'ai besoin de votre aide avant que mon frère ne meure. La ligne est restée silencieuse pendant un moment. Monsieur Santos, pouvez-vous venir à mon bureau maintenant? Apportez tout ce que vous avez. En rassemblant chaque document, chaque impression, chaque enregistrement que j'avais collecté, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était plus de la colère ou de la peur. C'était une détermination absolue. Ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. Mais cette fois, je ne me battais pas seul. Et quand Kyle découvrirait la vérité sur sa maladie et sur l'argent qui aurait pu le sauver, il comprendrait exactement pourquoi notre famille ne serait plus jamais la même. Il était 17h47 lorsque je suis sorti de chez moi avec 3 dossiers sous le bras et une certitude cristalline dans l'esprit. Dans une semaine, soit je serais interné de force dans une clinique psychiatrique, soit il serait traduit devant la justice fédérale. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La guerre avait officiellement commencé, et j'avais exactement 144 heures pour gagner ou tout perdre à jamais. Le bureau du docteur Lucas Ferreira au ministère public fédéral occupait le 12e étage d'un immeuble de verre dans le centre-ville. Des murs recouverts de codes juridiques, un bureau en acajou couvert de dossiers ouverts et l'odeur caractéristique d'un café fort refroidi depuis des heures. J'ai posé les 3 dossiers sur son bureau comme si je livrais les preuves d'un crime. Car c'était exactement ce que je faisais. Monsieur Santos, le docteur Ferreira ajusta ses lunettes et feuilleta rapidement les documents. C'est l'une des fraudes les plus élaborées que j'ai jamais vues. Falsification d'identité médicale, manipulation du système judiciaire, blanchiment d'argent déguisé en fête de famille. Il s'est arrêté sur une page en particulier. Ce rapport psychiatrique du docteur Roberto Mendes. Avez-vous réussi à retracer quand il a été rédigé? Hier après-midi, j'ai appelé son cabinet. La secrétaire a confirmé qu'il ne m'avait jamais reçu. Plus intéressant encore, j'ai découvert que Linda avait travaillé comme réceptionniste dans sa clinique il y a 2 ans. Le docteur Ferreira prit une note. Connexion directe. Et les faux rapports hospitaliers? J'ouvris mon 2e dossier. J'ai appelé chaque hôpital. Tous ont confirmé que je n'avais jamais été hospitalisé en psychiatrie. Mais voici la partie intéressante. Je fis glisser une impression sur la table. Les adresses IP des soumissions frauduleuses, elles remontent toutes à la maison de mes parents. Même connexion Internet, même ordinateur. Une bêtise numérique, murmura-t-il en souriant pour la première fois. Et l'argent du fonds médical? Voici le virement. Je lui montrai les relevés bancaires. 143 000 reais retirés en une seule opération. Et ici, je tournai la page, voici où chaque centime a été dépensé. Location de la villa à Campos do Jordão, 80 000. Digi International, 22 000. Traiteur, 16 000. Feu d'artifice, 12 000.
Le docteur Ferreira s'est arrêté d'écrire. Les feux d'artifice ont coûté 12 000 reais, des feux d'artifice personnalisés au-dessus de la montagne. Alors que mon frère n'a plus que quelques semaines avant de sombrer dans l'insuffisance rénale. Le silence dans la pièce devint pesant. Monsieur Santos, je vais être direct. Nous avons des éléments pour ouvrir immédiatement une enquête pour faux idéologiques, escroquerie, fraude procédurale et formation de bande. Mais vous devez comprendre, à partir du moment où nous déposerons plainte, il n'y aura plus de retour en arrière. Ils m'ont déjà fait interner une fois à tort grâce à un faux appel à la police. Ils essaient de me faire interner dans une clinique psychiatrique pour contrôler mon argent pendant que mon frère meurt. Docteur Ferreira, il n'y a pas de retour en arrière possible depuis Noël. Il acquiesça lentement. Je vais avoir besoin de témoignages complémentaires. Ce docteur Martinez qui a diagnostiqué votre frère serait-il disposé à témoigner? Oui. Et j'ai autre chose. J'ouvris le 3e dossier. Kyle a consulté le docteur Martinez la semaine dernière. De son propre chef, sans en parler à ses parents. Il a payé la consultation en espèces et a demandé la confidentialité totale. Pourquoi? Parce qu'il ressent des douleurs qu'il ne peut plus ignorer. Docteur Ferreira, Kyle ne sait pas qu'il est en train de mourir. Il ne sait pas que l'argent de sa fête était destiné à lui sauver la vie. Et nos parents feront tout pour qu'il ne le découvre jamais. Le docteur Ferreira s'est calé dans son fauteuil. Quel âge a votre frère? 22 ans. Il est majeur. Il a le droit légal de connaître son propre diagnostic médical. Il a pris le téléphone. Je vais demander une ordonnance judiciaire pour que le docteur Martinez informe Kyle directement de son état. Sans ingérence familiale. Mon cœur s'est emballé. Ils vont piquer une crise. C'est exactement ce que nous voulons. Les gens désespérés commettent des erreurs plus graves. Pendant que le docteur Ferreira rédigeait l'ordonnance, mon téléphone a vibré, signalant un message de Claire. « Oliver, ils ont fait appel. Nous devons parler de toute urgence. » Je suis arrivé à son bureau 40 minutes plus tard. Claire faisait les 100 pas, les cheveux en bataille, le visage tendu. « Ils ont demandé un mandat de perquisition pour votre domicile. » m'a-t-elle dit avant même que je m'assoie. « Ils prétendent que vous cachez des preuves de projets d'automutilation et de violence familiale. » Sur quelle base? Le témoignage d'une voisine qui dit vous avoir vu brûler des papiers dans votre jardin au petit matin. Un autre témoignage d'un employé de la Poste affirmant que vous avez reçu des colis suspects provenant de médecins. J'ai ri, un rire amer. La voisine doit être Madame Patterson. Elle rend visite à Linda religieusement depuis 2 semaines. Et les colis médicaux? Ce sont les résultats des examens de Kyle que le docteur Martinez m'a envoyés. Oliver, il y a plus. Ils ont obtenu une déclaration de Linda affirmant que vous avez appelé à 3 heures du matin en menaçant de faire payer tout le monde pour ce qu'ils ont fait. Et que Kyle vous a entendu dire que certains problèmes ne peuvent être résolus que par des solutions définitives. J'ai senti mon sang se glacer. Je ne les ai jamais appelés. Et Kyle ne vit plus avec moi depuis 2 ans. Je sais. Mais ils ont joint les relevés téléphoniques de l'opérateur. Des appels provenant de votre numéro vers leur domicile aux dates mentionnées. Impossible. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert l'historique. Claire, regarde ça. Le jour où ils prétendent que j'ai appelé à 3 heures du matin, mon téléphone était connecté au réseau Wi-Fi de l'hôtel à Sao Paulo. J'ai les journaux de l'entreprise. Elle s'est arrêtée de marcher. Clonage de ligne. Ou spoofing. Il n'est pas difficile de falsifier le numéro d'origine d'un appel. Claire a pris son ordinateur portable. Je vais demander les données techniques complètes à l'opérateur. Mais Oliver, tant que nous n'aurons pas prouvé cela, le mandat de perquisition pourrait être autorisé. Quand? Peut-être demain. Je suis sorti du bureau de Claire avec une certitude absolue. Il ne cherchait plus seulement à me voler mon argent. Il cherchait à me détruire complètement. Ce soir-là, j'ai organisé tous les documents importants dans un dossier numérique crypté et j'en ai sauvegardé des copies sur 3 clouds différents. J'ai nettoyé la maison de tout ce qui pouvait être mal interprété. J'ai même jeté les médicaments périmés qui se trouvaient dans l'armoire de la salle de bain. À 23 heures, Kyle m'a appelé. Mec, sa voix était différente. Fatigué. Tu peux venir me chercher à l'hôpital? Mon estomac s'est noué. Quel hôpital? Les urgences d'Einstein. Je suis venu parce que mon mal de dos ne s'améliorait pas et... Mec, les médecins disent des choses bizarres à propos des analyses de sang. Le docteur Martinez avait exécuté l'ordonnance du tribunal. Kyle, reste là. J'arrive. Quand j'ai raccroché, j'ai compris que la guerre était entrée dans une nouvelle phase.
Kyle allait enfin découvrir la vérité sur sa maladie. Et quand il découvrirait que l'argent destiné à la soigner avait été gaspillé dans une fête. Si vous suivez cette lutte pour la vie entre frères et parents manipulateurs, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé à l'hôpital cette nuit-là a tout changé pour toujours. J'ai pris les clés de la voiture en sachant que, dans quelques heures, Kyle saurait qu'il était en train de mourir. Et que notre propre famille avait préféré les feux d'artifice à sa vie. Le téléphone a sonné en chemin. C'était le docteur Ferreira. Oliver, l'ordonnance du tribunal a été exécutée. Votre frère vient d'être informé du diagnostic complet. De plus, nous l'avons informé du détournement des fonds médicaux. Comment a-t-il réagi? Une longue pause. Il a demandé à vous parler en personne. Il a dit qu'il avait des questions auxquelles vous seul pouviez répondre. J'ai accéléré dans les rues désertes de l'Aube. Kyle allait enfin tout savoir. Et quand il confronterait nos parents au sujet de l'argent volé à sa propre survie. La véritable guerre ne faisait que commencer. J'ai trouvé Kyle dans le couloir des urgences, assis sur une chaise en plastique bleu, les yeux fixés sur un papier froissé qu'il tenait dans ses mains. Quand il m'a vu arriver, il s'est levé lentement. Son visage avait changé. Il avait vieilli. Comme s'il avait pris 10 ans en quelques heures. « Frère » a-t-il dit d'une voix rauque. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Je me suis assis sur la chaise à côté de lui. « Te dire quoi ? Que je suis en train de mourir. » Il a déplié le papier. C'était le rapport médical complet. Insuffisance rénale chronique de stade 4. 6 mois avant une greffe ou une hémodialyse à vie. Le médecin a dit que tu le savais depuis 9 mois. J'ai pris une profonde inspiration. Kyle. Et ce n'est pas tout. Ses yeux étaient rouges. Il m'a montré les documents du fonds médical. 143 000 reais. L'argent que tu avais mis de côté pour me sauver. L'argent que papa et Linda. Il s'interrompit, la voix brisée. Ont utilisé pour ma fête. Le silence pesait entre nous comme du plomb. Kyle, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. Il a ri, un son amer qui a coupé l'air. L'apprendre comment? Que notre famille a préféré les feux d'artifice à ma vie. Que pendant que je publiais sur Instagram en profitant de la fête la plus chère de ma vie, je gâchais ma seule chance de ne pas devenir invalide. Je lui ai pris l'épaule. On peut encore. Non, mon frère. La fenêtre est fermée. Il a agité le papier devant mon visage. 3 semaines. Peut-être un mois avant que je doive commencer l'hémodialyse 3 fois par semaine pour le reste de ma vie. À 22 ans. Nous sommes restés là en silence pendant 10 minutes, les infirmiers passant, le bip constant des appareils en arrière-plan. Jusqu'à ce que Kyle reprenne la parole. Où sont-ils? À la maison, j'imagine. Pourquoi? Kyle s'est levé, a plié le papier et l'a mis dans sa poche. Parce que j'ai besoin de leur demander quelque chose. Et tu viens avec moi. La maison était tout éclairée quand nous sommes arrivés. Papa et Linda étaient dans le salon en train de regarder Netflix comme si c'était un mardi comme les autres. Quand ils nous ont vus entrer, Linda a mis le film en pause. « Salut, les garçons. Comment ça s'est passé à l'hôpital? J'espère que ce n'était rien de grave. » Kyle a sorti le papier de sa poche et l'a jeté sur la table basse. « Lisez ça. » Papa a pris le rapport, ses yeux parcourant les lignes. Son expression passa progressivement de la curiosité à la confusion, puis à quelque chose qui s'apparentait à de la terreur. « Kyle, ça ne peut pas être vrai. » Stade 4. 6 mois pour une greffe. Un délai qui a expiré il y a 3 semaines. Kyle croisa les bras. « Maintenant, expliquez-moi où sont passés les 143 000 reais que mon frère avait mis de côté pour me sauver. » Linda pâlit. « Kyle, chérie, nous ne savions pas. » Vous ne saviez pas. Sa voix monta d'une octave. Vous avez pris l'argent d'un fonds médical et vous l'avez dépensé pour une fête. Comment pouviez-vous ne pas le savoir? Papa essaya de se lever. Mon fils, calme-toi. Nous pouvons régler ça. Comment? A crié Kyle. Comment allons-nous régler ça? Allez-vous me rendre mes reins fonctionnels? Allez-vous me rendre les 6 mois que nous avons perdus? C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était le docteur Ferreira. Oliver, vous devez venir au ministère public immédiatement. Nous avons des nouvelles. Quel genre de nouvelles? Le genre qui intéressera beaucoup votre famille. Amenez tout le monde. 1 heure plus tard, nous étions assis dans une salle de réunion au 12e étage du bâtiment du MPF. Le docteur Ferreira avait des piles de documents organisés sur la table comme une armée de papier. Monsieur Alberto, Madame Linda, commença-t-il formellement. Vous êtes officiellement accusé de fraude aggravée, de faux idéologiques,
de formation de bandes criminelles et de tentatives de séquestration. Linda s'étouffa. Quoi? Le docteur Ferreira ouvrit le premier dossier. 47 000 reais en fausses factures médicales soumises à la caisse d'assurance maladie de M. Oliver. Tout avec vos empreintes digitales sur l'ordinateur qui a effectué les soumissions. Papa tenta de parler. Le docteur Ferreira leva la main. De plus, falsification du rapport psychiatrique du docteur Roberto Mendes, qui, d'ailleurs, a confirmé que Madame Linda a travaillé dans sa clinique et avait accès aux tampons et aux papiers en tête. Nous avons les enregistrements des caméras de sécurité. Il ouvrit un autre dossier. Clonage de lignes téléphoniques pour passer de faux appels d'urgence. L'opérateur a fourni les journaux techniques complets. Et tentative d'obtention frauduleuse d'une tutelle au moyen de documents falsifiés et de témoins soudoyés, dont 3 ont déjà avoué. Le silence dans la salle était pesant. Mais voici la partie intéressante, sourit froidement le docteur Ferreira. Le virement bancaire que vous avez effectué à partir du fonds médical, il était techniquement légal. Oliver avait inclus la clause d'urgence. Linda poussa un soupir de soulagement. Cependant, poursuivit-il, utiliser de l'argent destiné à des soins médicaux pour une fête privée constitue un détournement de fonds qualifiés. Et étant donné que le bénéficiaire était mineur lorsque le fonds a été créé, nous avons également affaire à un détournement de patrimoine d'une personne incapable. Le père finit par exploser. C'est de la persécution. Oliver a monté tout ça parce que nous avons coupé son argent. Le docteur Ferreira rit. Monsieur Alberto, c'est vous qui avez monté un stratagème pour faire interner de force votre propre fils dans une clinique psychiatrique. Oliver n'a fait que défendre sa santé mentale. Il ouvrit le dernier dossier. Et il y a autre chose que nous avons découvert en enquêtant sur vos comptes. Il fit glisser une impression sur la table. Au cours des 5 dernières années, vous avez détourné environ 400 000 reais qu'Oliver envoyait pour les dépenses familiales. Kyle se pencha en avant. Comment ça? Votre frère envoyait de l'argent pour le compte courant, les frais de scolarité, l'assurance automobile. Vos parents en prenaient une partie et l'investissaient dans un compte offshore aux îles Caïmans. Linda a essayé de se lever. Ce n'est pas un crime. Techniquement, non. Mais l'évasion fiscale, oui. Et le fisc a déjà été informé. Kyle a regardé ses parents comme s'il les voyait pour la première fois de sa vie. Vous l'avez volé pendant 5 ans. Son père était incapable de parler. Le docteur Ferreira rassembla les papiers. L'audience de tutelle a été annulée. Les accusations criminelles ont été déposées. Vous avez 48 heures pour constituer un avocat. Nous avons quitté le bâtiment en silence. Kyle marchait comme un zombie. Sur le trottoir, il s'est arrêté et a regardé ses parents. Vous avez détruit ma vie pour financer un faux style de vie, a-t-il dit d'une voix étrangement calme. Et quand mon frère a essayé de me sauver, vous avez essayé de le faire interner de force. Linda s'est mise à pleurer. Kyle, mon fils. Non. Il a levé la main. Je ne suis plus votre fils. Et vous n'êtes plus ma famille. Il s'est tourné vers moi. Oliver, je peux rester dans ton appartement aujourd'hui? Demain, je chercherai un petit logement. Kyle. S'il te plaît. Juste pour aujourd'hui. Je te promets que demain, je m'occuperai de ma vie tout seul. 3 mois plus tard, Kyle a commencé l'hémodialyse. 3 fois par semaine, 4 heures par séance. À 22 ans, sa vie tournait désormais autour d'une machine qui filtrait son sang. Papa et Linda ont tenu exactement 87 jours après l'audience. Les amendes judiciaires et les honoraires d'avocat se sont élevés à 120 000 reais. La maison a été saisie la semaine avant Noël. La banque a fermé la porte de la maison où nous avions grandi un matin de janvier, tandis qu'ils chargeaient le peu qui restait dans un camion de déménagement loué. Je n'ai jamais répondu aux 53 messages vocaux qu'ils ont laissés. J'ai vendu l'appartement en mars et j'ai déménagé à Brasilia. Nouveau travail, nouvelle adresse, nouveau numéro que personne de mon ancienne vie n'avait. Kyle m'a suivi. Nous avons loué une petite maison près de la clinique d'hémodialyse. Il a trouvé un travail de designer indépendant qu'il pouvait exercer entre 2 séances. Le jour du premier anniversaire de son hémodialyse, nous étions assis sur la terrasse, admirant le coucher de soleil sur le district fédéral. Kyle sirotait un jus de canneberge, l'un des rares aliments que ses reins pouvaient encore bien assimiler. « Frère » a-t-il dit soudainement. « Merci. » Pourquoi? Pour m'avoir sauvé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. Pour t'être battu pour moi alors que j'étais de leur côté. Nous sommes restés là jusqu'à la tombée de la nuit, 2 frères qui avaient perdu leur famille, mais qui s'étaient trouvés l'un l'autre. Si cette histoire de loyauté entre frères et de justice familiale vous a touché,
abonnez-vous à la chaîne, car nous avons des dizaines d'histoires de personnes qui ont découvert que la vraie famille doit parfois être protégée de la famille biologique. Kyle est toujours sous hémodialyse. Mais il est en vie. Il crée des œuvres d'art numériques incroyables. Et pour la première fois depuis l'âge de 5 ans, il ne doit rien à personne. Moi? Eh bien, j'ai appris que l'amour n'est pas un chèque en blanc. Que la famille n'est pas un engagement à vie qui ne peut être rompu. Et qu'à partir du moment où vous faites de l'urgence d'une autre personne votre responsabilité permanente, vous renoncez à votre propre avenir. Cette maison à Sao Paulo appartient désormais à une autre famille. Ces montagnes sont la vue d'une autre personne. Et je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Parce que les personnes qui vous aiment vraiment ne vous laisseraient jamais en arriver là. Et quand elles le font, vous découvrez que vous avez soutenu des étrangers déguisés en famille pendant tout ce temps. La vraie famille, elle était assise à côté de moi sur la terrasse, reconnaissante d'être en vie, même connectée à une machine 3 fois par semaine. Et cela valait chaque centime, chaque dispute, chaque nuit blanche des 12 derniers mois. Pei et Linda ont été condamnés à 2 ans de prison en régime semi-ouvert pour fraude et falsification de documents. Les amendes se sont élevées à 200 000 reais. La maison familiale a été vendue aux enchères pour rembourser les dettes judiciaires. Kyle s'est mieux adapté à l'hémodialyse que nous ne l'espérions. À 25 ans, il gère son propre studio de design numérique et gagne en une semaine plus qu'il ne dépensait auparavant en une soirée. La semaine dernière, il m'a appelé, tout excité. Mec, un rein compatible est apparu dans la liste d'attente pour les transplantations. Après 3 ans d'attente, Kyle va enfin avoir sa deuxième chance. Et moi? J'ai déménagé à Brasilia, je suis devenu conseiller financier spécialisé dans la protection du patrimoine familial contre la manipulation. J'aide des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Je n'ai plus jamais parlé à mon père ni à Linda. Kyle a essayé de servir de médiateur à plusieurs reprises, mais il a respecté ma décision lorsque je lui ai expliqué que pardonner ne signifiait pas accepter que les abus continuent. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils vivaient dans un appartement d'une chambre et travaillaient à temps partiel pour payer leurs amendes. Si cette histoire de famille toxique et de justice vous a ému, abonnez-vous à la chaîne, car nous avons des dizaines d'histoires de personnes qui ont choisi de s'épanouir plutôt que de subvenir aux besoins de parasites déguisés en parents. J'ai appris que le véritable amour ne s'accompagne jamais de chantage émotionnel. Une vraie famille ne sabote pas votre santé mentale pour conserver ses privilèges financiers. Et que parfois, sauver une vie signifie couper des liens qui semblaient indestructibles. Kyle est toujours en vie. Je suis toujours libre. Et notre vraie famille, fondée sur le respect mutuel, n'a jamais été aussi forte. Car au final, ceux qui vous aiment vraiment ne vous feraient jamais choisir entre votre santé mentale et leur argent.